Tendele Ekoyate. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Défendez notre pays. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Tout pour la patrie et encore la patrie. Madame, Monsieur, bienvenue à ces nouveaux numéros du programme de sensibilisation au civisme et au patriotique en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous le savez, Madame, Monsieur, la République démocratique du Congo continue à être meurtrie, oui, à cause de Kagame qui soutient de Congolais l'AFC M23. Aujourd'hui, on compte en République démocratique du Congo des milliers de morts, on compte des milliers de déplacés, on compte de réfugiés. Vous le savez, le Congo continue à être meurtri. On compte environ 7,8 millions de déplacés internes sur l'ensemble du pays, dont plus de 500 000 nouveaux déplacés suite aux offensives du Nord et du Sud Kivu. Plus de 7000 morts documentés liés directement au conflit. Pour le seul mois de décembre 2025, Kinshasa a accusé le Rwanda naturellement d'avoir causé la mort de 1 500 000 civils. 626 incidents contre des humanitaires ont été recensés en 2025, en 2025 principalement au Nord Kivu, 46%, et au Sud Kivu, 28%. Environ 3 millions de civils vivent actuellement dans des zones de carnage à ciel ouvert ou sous occupation directe. Et donc, cette situation macabre nous amène à Tout pour la patrie pour sensibiliser justement au patriotisme, car ce que vivent nos concitoyens, nous ne devons pas l'accepter, nous devons nous unir pour mettre fin à cette situation. Nous allons sur ce plateau en parler également de Doha, de Washington, où en est-on avec le démarche de Kinshasa qui est entre deux avions, la diplomatie donc agissante pour arriver à mettre Kagame KO. On en parle sur ce plateau avec l'excellence honorable Gilbert Kankondé Kachama Wa Malamba. Il est avec nous. Bienvenue à vous. Merci. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour échanger autour de cette question, sachant que vous avez géré l'intérieur de la RDC. Merci beaucoup. Et il faudrait dire que Gilbert Kankondé est cadre de l'UDPS, allais-je dire, pionnier et cofondateur du parti et ayant participé à la création de ces partis, donc l'UDPS, de 1992 à 1995. Il est rapporteur, il a été rapporteur du collège de fondateurs. Gilbert Kankondé est membre du dernier précaré de Étienne Tshisekedi, les leaders maximaux de l'UDPS, justement. Il a été vice-premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Actuellement, il est député national élu de la circonscription d'Indi Belengue dans le Kasaï central. C'est bien cela? Il manque quelque chose? Oui, c'est exact. Il manque quelque chose peut-être, non? Non, c'est les résumés. On ne peut pas aller dans les détails. Oui. Mais ce sont les grandes étapes qui peuvent intéresser l'opinion. Très bien. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du journaliste Jésus Choutia, avec qui nous allons échanger avec l'honorable Gilbert Kankondé. Effectivement. Merci beaucoup, Edi Kaneki. Merci à l'honorable député national Gilbert Kankondé, aussi ministre honoraire. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que les questions des Congolais vont trouver des réponses au travers de vous et surtout plusieurs préoccupations, entre autres ce qui s'est passé à Kananga, l'inauguration de l'université de Kananga. Vous étiez sur place, je ne sais pas si Dikaniki le permettrait. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu clair de ce qui s'est passé? Bon, d'entrée en matière, je tiens d'abord à vous remercier, vous
mes chers amis, Eddy et Jésus. Merci. Merci de cette opportunité. Ça ne m'arrive pas souvent de me livrer aux médias. Okay. Mais ici, je crois que je suis dans la maison. Merci beaucoup. Et c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que j'ai répondu à votre invitation, tout en espérant d'être à la hauteur, de satisfaire aux questions que la population se pose sur les différentes questions d'actualité. Pourquoi d'abord les universités? Bujimaï inauguré, Kananga inauguré et non dans d'autres provinces? Je voudrais que vous puissiez faire remarquer une chose. À l'indépendance du pays, il existait combien d'universités? Est-ce que vous pouvez me donner le seul exemple d'une université construite au standard d'une véritable université comme il en existe dans le monde? Et si vous faites ce constat-là, je vous dirais que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marque l'histoire de notre pays. De tous ses prédécesseurs, aucun n'a construit une université vraiment répondant aux standards, comme je l'ai dit tout à l'instant. Il a construit, oui, mais c'est d'abord dans les Grands Kasaï. Pourquoi? Non, ce n'est pas seulement dans les Grands Kasaï. Il a commencé d'abord par réhabiliter à neuf les universités qui sont ici à Kinshasa. Regardez l'université de Kinshasa, qui est la plus grande et la plus ancienne. Les travaux de réhabilitation ont été admirés par tout le monde. Et quand on a accueilli les Jeux de la francophonie, c'était ça, le seul endroit viable où les athlètes ont été logés et certaines compétitions ont eu lieu là-bas. La natation, par exemple. Et après ça, allez jeter un coup d'œil à l'université pédagogique l'UPN. Regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ça a été aussi réhabilité à neuf. À part Kinshasa? À part Kinshasa, il n'y a que les deux Kasaï. Hein? Il n'y a pas que deux Kasaï. D'abord le Kasaï. Il n'y a pas que deux Kasaï. D'abord chez moi, le reste après, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette logique-là. Parce que si vous allez au Katanga, la même réhabilitation a eu lieu parce que les universités existaient déjà. Et aujourd'hui, il y a combien d'universités qui sont en chantier? Bientôt là, d'ici un mois ou deux, le président ira inaugurer l'université de Bunia. Et après Bunia, Mbandaka est déjà en chantier. Je vais vous donner la liste des chantiers qui sont déjà bien programmés, bien planifiés. Et vous verrez que c'est toute la République qui va en bénéficier. Donc toute la patrie RDC va en bénéficier. Ceux qui pensent, qui disent que, bon, voilà, le président s'est occupé d'abord de chez lui, au point que même les juges qui m'ont jugé, tous appartiennent à sa tribu. Et donc, conséquence, je préfère fuir parce qu'en RDC, le tribalisme règne. Vous conviendrez avec moi que la personne qui fait ce genre de déclaration était à gouverner ce pays comme Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a fait concernant le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire? Je ne vais pas aller dans les détails. Il a construit, la seule université qu'il a construite, elle est privée, elle est dans son village. Et c'est cela l'exemple qu'il veut donner à tous les autres Congolais. Et si vous creusez pour savoir comment il a pu construire cette université, que l'on prenait pour modèle, que même certains fils du pays, parmi ceux que l'on considère comme les plus crédibles, notamment dans les clergés, ils avaient fait de grandes déclarations en disant que c'était le modèle à suivre. Donc le modèle de quelqu'un qui a assumé de hautes responsabilités républicaines et qui construit une université dite privée, eh ben, je ne sais pas sur quoi il avait puisé les moyens qui l'ont servi à pouvoir construire cette université. Alors, on a justement les images de l'université de l'UNICAN. Avec la réalisation, on va voir ces images de l'UNICAN, justement parce que le président
de la République s'y Voilà. était rendu. Ouais. On va rappeler que voilà, cette université est dotée d'une capacité d'accueil de 3500 étudiants. Ce nouveau campus comprend des bâtiments administratifs et facultaires, de laboratoires, des auditoires modernes conçus pour répondre aux standards du système LMD. Cette infrastructure concrétisée grâce à l'engagement du président de la République va offrir à la jeunesse congolaise des conditions d'études et de recherche à la hauteur des ambitions. Le chef de l'État a également procédé à l'inauguration du siège provincial de la Direction générale des impôts, DGI Kananga. Monsieur Gilbert Kankonde, une université de cette hauteur, j'ai entendu les gens dire que quelque part c'est jeter de l'argent dans la mesure où on a construit cette université dans une province enclavée, une province déclarée pauvre, et donc la majorité de jeunes de cette province sont très pauvres au point qu'ils n'arriveront même pas à payer ce qu'il faut pour étudier ou fréquenter cette université. Je voudrais d'abord souligner un fait. Moi-même, j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans le secteur universitaire. Okay. J'ai commencé par le rectorat de l'ancienne UNASA et j'ai été au cabinet directeur magnifique, Monseigneur Tarsis Chibangu. J'ai terminé par être un de ses assistants comme président du conseil d'administration des universités. Donc, c'est un secteur que je connais assez bien. D'abord, non seulement j'ai étudié à l'UNASA, mais j'y suis resté comme personne active sur le plan emploi. Oui. Est-ce que ces gens qui disent que c'est de l'argent jeté et que les gens sont pauvres et n'arrivent pas à payer les frais académiques qui sont demandés dans nos universités, est-ce qu'ils connaissent les statistiques des étudiants qui sont inscrits dans chacune de nos universités ici? Est-ce que cette pauvreté ne sévit pas pour l'instant? Et tous ces enfants qui étaient dans des installations délabrées et dont les parents faisaient tous les efforts pour qu'ils puissent étudier convenablement, est-ce qu'ils ont appris qu'avec la construction de nouvelles infrastructures, on aurait revu les frais académiques à la hausse? Non, regarde du milieu, hein? Le milieu, le Kasaï, que ce soit Kananga, que ce soit Mbujimaï, tout le monde reconnaît que la vie n'est pas aisée. Ne m'amenez pas à vous rappeler les événements de ce secteur-là. Oui. Dans l'histoire de notre enseignement universitaire au pays. Vous savez que les jeunes gens qui venaient du Kasaï dans le temps, au moment où on a instauré la politique des quotas dans ce pays, ils se sont retrouvés parmi les plus exclus. Et beaucoup ont dû même changer de nom et falsifier leur lieu d'origine, ne fût-ce que pour trouver une inscription. Et aujourd'hui, si les parents souffrent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de payer les frais scolaires, mais envoyer son enfant à partir du Kasaï, par exemple, pour aller soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. Soit à Kisangani aussi. Soit à Kisangani, mais c'était d'énormes frais. Et les jeunes étaient obligés d'aller presque à l'aventure, parce que tout le monde n'avait pas de membres de famille dans ces lieux où les universités étaient ouvertes. Donc c'était encore plus de souffrance et ça demandait encore plus d'efforts. Je voudrais les amener simplement à s'intéresser pour savoir combien d'étudiants sont inscrits à l'université de Mbujimaï, combien d'étudiants sont inscrits à l'université de Kananga et à comparer avec ceux qui sont inscrits dans les autres universités pour nous dire non, le niveau de vie des parents ne permet pas à ce qu'ils mettent leurs enfants dans ces universités parce qu'il
les taux d'inscription sont faibles. Vous croyez le contraire, hein? Vous estimez que ça sera le contraire? Tout à fait. Ça sera le contraire, justement. Tout à fait. Ça sera le contraire, justement, parce que le président n'a pas qu'inauguré cette grande université, ni la direction générale de la DGI. Le chef de l'État a visité également le lundi le chantier de la route Kalamba-Kananga-Mbouji, qu'on a aussi en image, une infrastructure qui permettra justement à cette partie du province d'être désenclavée et de favoriser l'économie et le développement de la province. Justement, parce que les échanges enrichissent en économie. Oui. Mais je ne voudrais pas laisser croire que l'université, donc le président de la République, n'a lancé des chantiers de construction des universités rien qu'au Kasaï. Oui. Donc, il avait commencé par réhabiliter à neuf les universités existantes. Vous voyez l'université de Kinshasa ici. Allez voir l'université pédagogique de Kinshasa, tout comme l'université de Lubumbashi, en ce compris les cliniques universitaires et même les autres cliniques qui existaient sur place. Et en chantier, il y a plusieurs chantiers qui sont en cours. Dans peu de temps, le président de la République sera appelé à inaugurer l'université de Bunia, qui est presque terminée pour l'instant. En Bandaka, des chantiers sont lancés et à Kisangani aussi. Donc, la liste est longue. D'ici la fin du mandat présidentiel, la RDC comptera parmi les pays africains où les infrastructures universitaires seront parmi les plus modernes. Alors, Gilbert Kankondé, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse changer un tout petit peu aussi de thématique pour vous parler cette fois-là, de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À votre gouverne, aujourd'hui, c'est l'UDPS au pouvoir, mais vous aviez beaucoup promis, il y aura la sécurité, la population va manger à sa faim, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup d'années au pouvoir, on sent qu'il y a toujours l'insécurité. Le Kuluna, le Mobondo, le Bakatakatanga, pour ne pas parler de l'agression rwandaise dans l'Est. L'agression rwandaise, on y reviendra. On y reviendra. Ouais. Pourquoi, jusqu'à ce jour, vous n'arrivez pas à maîtriser ou à offrir aux Congolais une bonne sécurité? Parlant de Kuluna, de Mobondo et de Katakatanga. L'UDPS a accédé au pouvoir par des mécanismes démocratiques. C'est-à-dire que c'est un enfant de l'UDPS qui a été élu comme président de la République. Et comme vous le savez, tout pouvoir démocratique repose sur des piliers. Et parmi ces piliers, nous pouvons compter les services publics comme l'administration, comme l'armée, comme la police. Nous pouvons compter le secteur judiciaire. Ce sont des piliers sur lesquels tout État moderne s'appuie. Nous avons promis, certes, qu'il y aura la sécurité dans ce pays, mais la sécurité, nous allions l'assurer avec quoi? Et avec les piliers, avec les services publics qui sont là. Et qui étaient dans ces services publics? C'est qui? Mais ce sont des gens qui ont été recrutés. Vous savez vous-même comment les choses s'est passées ici. Ça s'est passé comment? Les cadres les plus élevés dans toutes nos administrations devaient être fidèles au régime en place. Moi-même, je vous ai d'ailleurs envoyé par des partis politiques. Mais voilà, ce sont les partis politiques qui étaient là. Je ne veux pas aller pour vous révéler certains secrets, même au sein de nos propres gouvernements. Nous qui avions fonctionné dans le gouvernement des coalitions FCC-CACH, mais nous avions un gouvernement qui marchait à double vitesse. Vous vous réunissez, vous décidez, vous prenez des décisions au sein du gouvernement, mais la nuit, le soir, les gens prenaient leur voiture pour aller à Kingagati recevoir d'autres instructions qui étaient contraires avec... Enfin, ça cessait, je n'ai pas envie de... Il est déjà 7 ans après, hein, 7 ans après la prise de pouvoir. Non, écoutez, nous nous sommes bien battus pour que nous puissions... Vous incriminez toujours les régimes passés? Non, nous n'incriminons personne. Moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Quand j'étais dans mes fonctions, je vous ai dit que je ne suis pas un ami de la presse parce que je n'ai jamais demandé à n'importe quelle autre presse
hein, d'aller me montrer pour la visibilité, comme on dit maintenant. Oui. Je me suis dit, bon, rien qu'à travailler, si Oui. mon travail est positif, Très bien. donc il m'amènera à ce que Tout le monde en parle. la presse puisse en parler. Alors, Donc, c'est ça mon principe de base. oui, mais je Monsieur vous dis Gilbert, je voudrais que ce sont réorienter. ces difficultés-là. Oui. Non seulement l'administration a été celle-là, mais comme nous étions en train d'aller vers les élections, les phénomènes, notamment de Mobondo. Mobondo ou de Koulouna, ce sont des phénomènes où la main criminelle de certains responsables, de certains leaders politiques qui ont contribué à regrouper ces jeunes gens, à les armer avec des machettes ou autres armes blanches et à les envoyer vers notre parti. Et nous avons connu des victimes dans ces cadres-là. Alors, Et là non plus, je ne voudrais pas que je puisse remuer la boue pour pouvoir créer d'autres ressentis qui peuvent nous freiner dans les rythmes, dans les mentalités que nous voulons implanter au sein de notre population afin d'aller vers un univers dans notre pays ici véritablement démocratique où nous allons chacun essayer de respecter l'opinion des autres. Oui, mais Monsieur Gilbert Kankondé, je suis resté dans ma soif. Hein. Vous êtes sans ignorer que, effectivement, l'opinion constate que ces phénomènes ne s'arrêtent point, j'allais dire même, n'est pas allé de manière à être réduit. Vous, au moins, vous avez la connaissance globale et générale de ce qui fait que ce phénomène progresse. Aidez-nous, et les téléspectateurs à travers nous, à comprendre justement pourquoi ce que nous avons installé, qu'est-ce qui bloque? Tant que nous n'avons pas réussi à éradiquer ces phénomènes, je ne peux pas me réjouir qu'ils continuent à se manifester. Hein? Et de là, vous avez d'ailleurs suivi notre gouvernement, il a quand même été retouché, en place, a lancé des opérations. Vous avez vu qu'à l'issue de ces opérations, on vous a présenté des centaines de jeunes. 6200. Voilà. 6200 colonnes. Exact. Ouais. Et c'est vous dire qu'on est conscient que ces phénomènes existent, on est conscient que la population en souffre et... À quand la solution? Mais la solution est là. Vous comptez même des milliers de personnes, des jeunes gens qui ont été arrêtés. Malgré cela, il y a toujours de l'insécurité. Des jeunes gens qui... Toujours de l'insécurité. Mais écoutez, il y a des faiblesses dans les systèmes. Et ces faiblesses, nous n'allons pas les résoudre par baguette magique. Oui, c'est ça. Quand on arrête les jeunes gens aujourd'hui, vous apprenez qu'auprès de tel commissariat, ils partent, 3-4 jours après, ils sont dans les rues de nouveau. Combien de cas de récidive ont été dénombrés parmi tous les jeunes gens qui ont été appréhendés? Ou que, non, au niveau même de la prison là-bas, qu'un magistrat a signé des bulletins de sortie pour pouvoir remettre tous ces jeunes gens en liberté. Donc, ces phénomènes... Parce que vous parlez de magistrats qui peuvent libérer au niveau des SIAT et de sous-SIAT. Mais c'est là que je vous dis... L'autorité vous revient à la responsabilité. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout on n'a pas croisé le bras. Je vous dis que des solutions sont apportées au fur et à mesure que nous évoluons. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, par exemple, écoutez, jusqu'à quand? Est-ce que... Prenons l'actualité aujourd'hui. Prenons, en ce qui concerne le problème d'instabilité sécuritaire dans l'Est. Dans l'Est. Combien d'officiers supérieurs ont été appréhendés? Combien de dossiers sont en cours d'instruction? Et quelles étaient les positions que les uns et les autres occupaient? Oui. Position de décision, vous voulez dire. On ne croise pas les bras. La lutte contre l'insécurité passe aussi par l'assainissement du rang de la police, puisqu'on parle de l'insécurité. À Mongafula, tenez bien, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mis la main sur des faux policiers, de faux policiers qui opéraient en toute illégalité au sous-commissariat des Bel-Air. Des individus ont été arrêtés grâce à la collaboration de la population. Donc, Gilbert Kabanda, on n'a pas l'insécurité, c'est même au sein de la police. Mais c'est ça que je vous dis.
lorsque je vous ai parlé des principaux piliers qui doivent appuyer tout pouvoir en démocratie, j'ai essayé de passer de manière générale. Je vous ai cité, il y a notamment les services de police, de l'armée, etc. Si au niveau de l'armée, les choses ont semblé prendre une tournure plus rapide, c'est simplement parce que l'État était menacé et menacé très sérieusement. Et ne vous en faites pas, ce qui s'est fait au niveau de la police, de l'armée va se faire aussi au niveau de la police. Le temps que le gouvernement puisse davantage s'organiser. Les choses, les enquêtes, etc., des semaines, et vous verrez les résultats d'ici là. Alors, on va se rendre à l'Est, parce qu'on parle d'insécurité, oui, et revenir à la situation humanitaire, avant de parler de Ibalanki, Nanga et consorts. La situation sécuritaire, je vous ai dit hors caméra, Monsieur le ministre, que bon, tout pour la patrie, c'est d'abord à l'avantage de la population, sensibilisation au civisme et au patriotisme pour le progrès de la RDC. Je vous ai donné des chiffres ici, 7 800 000 déplacés internes, 7 800 000 déplacés internes, plus de 500 000 nouveaux déplacés au nord Kivu, 7 000 morts rien qu'au mois de décembre, et 1 500 000 civils, selon le gouvernement, à cause du Rwanda. Et enfin, 626 incidents contre les humanitaires, même ceux qui viennent nous aider, périssent aussi également. 3 millions de civils vivent actuellement dans des zones de carnage à ciel ouvert ou sous occupation directe. Qu'est-ce que ça vous fait que de voir comme ça ces chiffres mirobolants des Congolais qui souffrent d'ailleurs, comme on le voit à travers les images là? Mirobolant, je ne le dirais pas. Oui. Hein, ce sont des chiffres dramatiques qui font que, comme vous l'avez remarqué, le président de la République n'arrive même plus à avoir sommeil, qu'il est tout le temps en mouvement et qu'il est tout le temps préoccupé par cette situation-là. Et aujourd'hui, je peux dire que les Congolais enfin se rendent à l'évidence et nous faisons des progrès. Nous faisons des progrès sur la voie des solutions, n'est-ce pas, de cette situation dramatique. Et hier encore, par rapport au déjeuner de prière où il a pris part aux États-Unis, et même l'autre qui les a invités, eh ben, vous avez entendu dans quels termes il s'est exprimé. Et je crois que les nouvelles qui viennent du front, des différents fronts, que ce soit au nord ou au sud Kivu, bien qu'on connaisse encore de victimes qui tombent, mais je crois que ce n'est plus la même virulence avec laquelle les ennemis progressent aujourd'hui. Bon, ils se camouflent encore, ils essayent de tromper la vigilance, mais je crois que les décors replantés et que ça ne sera qu'un Congolais meurtris triste souvenir peuvent vivre d'espoir. Entre-temps, ils sont en train bien de sûr, mourir, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Oui. Je crois que je voyais les images d'il y a quelques jours dans la ville d'Ouvira, par exemple. On a vu les populations dans les rues, en Liesp, avec l'arrivée des éléments Ouazalendo et des FRDC. Donc, tout ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, là, les espoirs sont permis. Gilbert Konkondé, l'un de vous, Claude Ibalanki, a rejoint le rebelle. Comme dirait Nanga, que même à la présidence, pour la patrie, ce n'est pas la rébellion, c'est plutôt les terroristes. Les terroristes, voilà. A rejoint les camps des terroristes. Oui. Nanga disait, même à la présidence, il y a nos gens. Et aujourd'hui, la population congolaise est surprise de voir un ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, rejoindre l'AFC M23. Et dans ce propos, il dit:
en rapport avec la présence de M23 à Kinshasa. Il dit demander, poser la question à Gilbert Kankonde, celui qui était le ministre de l'Intérieur, celui qui avait logé le M23. Heureusement que nous vous avons sur ce plateau. Que direz-vous? Je voudrais d'abord, avant de répondre concrètement à la question, il n'est jamais aisé de parler de soi-même. Moi, je m'assume. Non pas pour affirmer que j'avais invité les M23 ici, mais je me suis toujours affirmé dans mes positions politiques. J'ai connu les arrestations politiques en 1983. J'étais jeune, j'ai à peine quelques années d'université. Après la création du parti, je vous ai dit que j'étais à la table de la signature de l'acte fondateur du parti. Oui. Et jusqu'au moment où, publiquement, les gens m'ont vu dans les fonctions officielles, j'étais dans ces opinions-là et je suis resté constant jusqu'au bout. J'ai entendu d'abord M. Ibalangi qui s'est vanté d'avoir lutté, etc. Je ne sais pas s'il vous a dit, sa lutte, il l'a menée dans quelle formation politique, de quelle manière. S'il dit avoir rencontré le président Tshisekedi, il dit en 2016, bon, lui-même sait dans quelles circonstances nous nous sommes rencontrés personnellement, parce que je l'ai rencontré aussi, et je crois que je me souviens l'avoir rencontré en 2017 et pas en 2016. 2017. Oui, moi personnellement. Éclairez-nous, c'était dans quelles circonstances? L'arrivée de M23? Non, pas l'arrivée de M23. J'ai représenté les partis à des négociations avec les autres partis de l'opposition autour de la médiation des vétérans de l'ANC et il m'avait servi d'interprète. Ah, il était votre interprète. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il fait souvent l'interprète, même pour le président. Oui, oui, il y a une vidéo qui circule là. Je ne fais pas de commentaires sur ça. Oui. Vous avez vu que j'étais vice-premier ministre. Ministre de quoi? De l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et moi, j'assume ma responsabilité. J'étais ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. M. Ibalangi était coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Oui. Bon, voilà. D'abord, hiérarchiquement parlant, moi j'ai engagé la République. Lui, il faisait son travail dans ces cadres-là et les mécanismes dépendaient de la présidence de la République. Donc, moi, hiérarchiquement parlant, je n'ai aucun rapport à faire à Ibalangi. Très bien. Mais du moins, et maintenant, pour revenir à cela, oui. Ibalangi vous a bien décrit qu'il y avait deux groupes de M23. Un groupe qui était à Kigali avec Ronika et un groupe qui était en Ouganda, dans les camps de réfugiés en Ouganda, avec Makenga, qui est l'actuel chef militaire de ceci. Pendant qu'il parlait, d'ailleurs, il était avec un membre de la fameuse délégation du M23 qui était ici. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'avais jamais été, en tant que ministre de la Sécurité, invité les M23. Tout comme je n'avais jamais pris contact ni avec le groupe de Ronika, ni avec le groupe de Makenga. Mais pendant que j'étais ici, dans mes fonctions, j'apprends d'une source très crédible que parmi les deux groupes que les coordonnateurs du mécanisme avaient invités ici, là, les preuves existent. Il a reconnu qu'il avait même écrit à l'auditorat militaire général pour demander qu'on puisse amnistier les officiers du M23. Hein, je crois qu'il est mieux placé pour dire à quel moment il avait demandé cette amnistie et pourquoi, pour quel fait, et pourquoi, sur quels critères il avait lui-même sélectionné les officiers dont il demandait l'amnistie. Mais tout ce que je sais, c'est que les groupes de Makenga qui étaient ici dans le pays, qui étaient logés, je ne savais pas à quel moment ils étaient arrivés, moi non plus, a demandé à me voir. Et en tant que ministre de la Sécurité, je les ai reçus. Et quand je les ai reçus, ils m'ont dit qu'ils avaient travaillé avec monsieur le coordonnateur,
qui les avait fait venir ici. Qui est Claude Ibalanki, bien sûr. Claude Ibalanki, bien sûr. Et que, après avoir travaillé avec lui, il avait dit qu'il allait faire rapport au conseiller spécial de l'époque, M. François Beya, et que depuis, ils avaient traîné plusieurs mois. Ils n'avaient plus ni les nouvelles d'Ibalanki, ni du conseiller spécial. Et les étoiles n'étaient plus payées. Personne ne les prenait en charge. On peut avoir les images d'Ibalanki là, pendant que le ministre est en train de parler. Bon, voilà. Un instant, il termine. Oui. Voilà dans quelles circonstances, moi, je rencontre ces gens. Et j'ai juste accordé l'audience. Ils m'ont posé leur doléance. Et je les ai remis auprès des services qui ont travaillé avec eux pendant un temps. Et toutes leurs déclarations et tout, ça a été acté sur des PV qui existent dans les services. Je ne suis pas là pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui est dans ces PV. Alors, effectivement, monsieur le ministre honoraire... Pour conclure, oui. Parce que M. Ibalang ne s'assume pas, alors que donc, les invitations, c'est lui. S'il peut vous dire si c'est moi qui les avais invités, à quel hôtel je les avais logés, à quelle administration j'avais demandé qu'on leur accorde de visa, par exemple, d'arriver ici. Par contre, je ne sais pas, il interprète les propos du président de la République au moment où il faisait un briefing à la RTNC avec le ministre de la Communication, oui, où le président a bien utilisé le mot, qu'il a été informé de la présence du M23 par mon canal, ce qui est vrai. Et la circulaire il y a une autre circulaire que vous aviez informé à votre hiérarchie qu'il y a la présence et que le chef pourrait le recevoir. Bien sûr, quand j'ai parlé au chef et quand je lui ai donné la substance des déclarations qu'ils avaient faites sur PV avec les services, et là, effectivement, ils avaient proposé une reddition volontaire. Okay, et là, Ibalang, il a répété aussi. Je voulais finir de ce genre. Oui, on peut vérifier sur tous les comptes du ministère pendant que j'étais en fonction. Alors, ici, les Congolais ont toujours soif. Nous avons la chance de recevoir. Oui. Les Congolais ont toujours voulu savoir. Les revendications de cette délégation du M23 tablaient sur quoi? Sur les accords avec le pouvoir passé, sur les accords avec le président Joseph Kabila honoraire, c'était quoi réellement les revendications de cette délégation qui était arrivée à Kinshasa? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que ministre de la Sécurité, j'ai beaucoup de réserves, même si je ne suis plus en fonction. Parce que lui s'est permis de me citer. Et je vous dis que le seul à qui je devais faire rapport, c'est le seul président de la République. Oui, mais il y a une préoccupation. Et comment? Oui, allez-y. Et en ce moment-là, au moment où j'ai terminé ces audiences, j'avais les rapports finaux du travail que les services ont réalisé avec la délégation du M23. Voilà. J'ai fait ces rapports au président de la République et en ce moment-là, on venait de nommer un premier ministre, mais qui n'a pas encore formé son gouvernement. Ouais. Et je l'ai informé avec la même note que j'avais déposée à la présidence de la République. Je l'ai donné confidentiel, je le lui avais déposé. Et j'avais déposé pourquoi. Enfin, j'ai effectué une mission. Je crois que c'était presque ma dernière mission que j'ai effectuée à l'étranger. J'avais eu une invitation aux États-Unis. Bon, voilà. Bref. Voilà dans quelles circonstances j'ai fait ces rapports-là au chef. Alors, mais par contre, lui, il peut répondre à une question. Laquelle? Puisqu'il y avait deux groupes qu'il a reconnus lui-même, comment il a pris en charge? Il assume avoir pris en charge le groupe de Runiga, dont il a même demandé l'amnistie pour certains officiers supérieurs, dont certains étaient même emprisonnés à Kigali. Et pourquoi il n'avait pas pu continuer la prise en charge avec le deuxième groupe qui était le groupe de Making?
Qu'il réponde à cette question. Qu'il vous réponde. Bon, moi j'allais... Pendant qu'il parlait là, un des membres de cette délégation-là était à ses côtés. Lui peut... Dans ces images, les membres là, sur les Voilà. images. Là. Et, Il est où? Le membre de la délégation est où là? Moi, je voulais, Non, je je ne voulais vous revenir identifie à M. Gilbert Kankonda. Oui. Puisque ces gens, Kinshasa et nous-mêmes d'ailleurs, nous les taxons de terroristes et qu'eux accusent Kinshasa, je pense qu'on ne devrait pas voir froid aux yeux Voilà. de mettre en nu ce qu'ils exigeaient. C'est ça justement que je vais... donc, ce sera le dernier commentaire que je fais. Ok. Oui. Je vous ai dit que moi, j'assume les actes et je les dis tels qu'ils se sont passés. Et pourquoi lui, il adopte la terminologie des adversaires. Parce que ceux qui prétendaient que moi, je les ai reçus, je les ai nourris et blanchis pendant 14 mois, c'est les fameux Ngoma ou quoi là, que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est Willy Ngoma et les autres. Le Willy Ngoma là, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Oui, mais vous pouvez ne pas le voir, mais quand même, vous envoyez avez de l'argent jamais au reçu. rejet. Je ne l'ai jamais reçu. Il n'était même pas de la délégation qui était venue ici. Ça, c'est de un. Donc ils mentent. Donc que Ibalangi, qui lui était responsable, qui lui avait géré les dossiers, adopte la même attitude oui, il y a lieu de se poser des questions. Ils sont venus réclamer quoi? C'est ça la question de José Kaniki. Mais ils sont venus sur l'invitation du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Dans leur réclamation. Parce qu'en ce moment-là, là, il le reconnaît. Il avait fait le voyage, il était à Kigali, il était à Kampala, Oui. il était... Bon, c'est à la suite de toutes ces visites qu'il les fait venir ici. Et pour réclamer quoi, le M23 qui était à Qu'ils vous le Kinshasa? disent, qu'ils vous le Mais vos disent. services ont travaillé avec eux? Oui, mais les rapports de mes services, c'est celui que je vous ai dit que je ne l'ai pas caché. Mais la population veut savoir. M23 Kinshasa, bah qui koluka nini, tango bakuta nina be service na bino. Je ne peux pas vous le dire parce que vous êtes de la presse. Si vous cherchez sur les réseaux Les Congolais sociaux, vous suivent. si vous cherchez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a une lettre qui était signée de ma main Oui, et qui n'avait pas de cachet de réception quelque part. oui. C'était une note que j'avais faite de manière confidentielle à ceux à qui je devais rendre compte. Et aujourd'hui, nous avons vous-même en personne. Je ne peux pas vous rendre compte de cela. Je dis l'essentiel était là. La lettre alors que vous êtes là, monsieur Alors, le on va ministre faire ceci. honoraire. Je ne peux pas le faire. On va faire ceci. Hein. Ces gens qui torturent le Congolais, Oui. Ibalanki les a rejoints, alors qu'eux ont des réclamations. Bon, pour des raisons de sécurité, le ministre ne veut pas en parler en détail, mais au moins ces gens avaient réclamé des histoires que nous connaissons pas. Ils n'avaient rien réclamé. C'était une reddition sans exigence. Une reddition. Une reddition. Très Sans bien. exigence. Sans exigence. Donc ils étaient venus à Kinshasa pour rendre les armes, pour dire que nous mettons fin à notre, allez, on va dire notre rébellion ou notre terrorisme, que sais-je encore. Voilà. Mais par la suite, ils ont repris en lançant même des terrorisme. alertes. Oui, mais c'est ça. Parce que vous ne leur avez pas donné ce dont ils attendaient. C'est ça. Vous, ce n'est pas vous, c'est le gouvernement. Le pouvoir. Ils ont voulu intégrer dans l'armée, intégrer dans le gouvernement, exécutif et national. Vous leur avez refusé catégoriquement, c'est pourquoi ils ont pris les armes. En fait, si vous retrouvez la note dont je parle là, qui avait fuité, je ne sais pas de quelle manière cette note avait fuité. Nous en cherchons. Oui, cherchez-la et vous verrez ce que j'avais dit là-dedans. Très bien. Mais tout ce que je peux vous dire, je vous ai dit qu'en ce moment-là, on venait de nommer Sama comme Premier ministre. Et moi, j'ai parti à l'extérieur. Quand je suis revenu de l'extérieur, bon, le gouvernement avait changé. Je n'avais plus les dossiers en charge. Donc, j'étais libéré de tout ce qui a pu se passer par la suite. Alors, puisqu'on parle de ces terroristes, justement, le président l'a évoqué également lors de la rencontre, l'échange de vœux avec les ambassadeurs. Monsieur Gilbert Kankondé, hein, vous avez suivi le président. Il est clair sur cette question-là. Oui, plus question de... Le dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont les sangs de Congolais entre leurs mains. D'aucuns estiment que le président veut une chose et le contraire. Dire dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont le sang dans leurs mains, c'est dire notamment à ceux qui sont
dans Sauvons la RDC, ceux qui sont dans l'AFC M23 qui ne participeront pas dans les dialogues. Et donc, les conclusions des dialogues, si on les aura, ceux-là les réfuteront. Ça sera un cercle vicieux. Permettez-moi que je vous dise une chose. Hein, on peut nous présenter aujourd'hui des dialogues comme étant une voie de solution miracle. Oui. Nous étions à Sun City en 2002 et lorsque vous lisez l'accord global et inclusif de Sun City, c'est bien en grand. Plus jamais le recours aux armes pour accéder au pouvoir. Plus jamais. Et lorsque nous regardons cet accord, bon, il y a des acteurs qui l'ont signé et qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont rangés parmi ceux qui ont pris les armes là-bas. Oui. Donc, oui. Jusqu'où allons-nous nous arrêter? Ça, c'est de un. De deux, vous avez cité le nom de Ibalangui, vous m'avez aussi cité le nom de Nanga, oui, qui a présidé l'institution qui était chargée de garantir les élections démocratiques et la désignation des résultats tels que les urnes les avaient sortis. Mais c'est quand même, comment je peux dire? Irresponsable? Contradictoire? Les termes, quel est le terme que je peux dire? Peut-être contradictoire. Je vous passe les termes. Les responsables qui est là, ouais. Qui est venu, ouais. Qui a déclaré devant la nation, devant le monde entier, que voilà les vainqueurs des élections. Et qui par la suite est revenu en disant, en affirmant, au moment où les gens ont commencé à dire qu'il y a eu un deal à l'africaine, oui. il a dit non, les résultats sont lui-même. Il nous a dit que les résultats des urnes, c'est ceux qu'il avait proposé. Je l'ai suivi aussi. Mais qu'il y avait eu un compromis à l'Afrique. Un compromis pour la gouvernance. Oui. Parce que d'un côté, le président élu était là, mais qui n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Oui. Les discussions qui ont suivi, c'était de savoir comment on allait gouverner le pays avec cette décadence ou décalage. Ce décalage-là, oui. Si je peux utiliser ce terme. Et c'est comme ça qu'un accord du gouvernement a été discuté entre la formation qui avait la majorité au Parlement, avait la majorité et le président qui a gagné les élections. D'où la fameuse coalition FCC-Cash. En tant que responsable à ce niveau-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il demande il n'avait pas gagné. Par la suite, il avait dit que c'était faux ce qu'il disait avant et que le président c'est à lui d'en tirer les conséquences. Les élections. Et il a même demandé pardon. Allons plus loin. Il a demandé pardon, ça je ne sais pas. Allons plus loin. Ils prétendent que ce sont des Congolais parce que le pays n'est pas gouverné, parce que tu sais que dit X, Y, Z. Mais leur parrain, c'est lui qui leur a donné, qui les héberge, qui finance tout ici. Mais il a balayé tout ça. Il vous a dit que, oui. Voilà, que ce qui se passe en RDC, ce n'est ni Tshisekedi qui est responsable, ni les M23, et que c'était lui. Le problème, c'est lui, c'est son problème à lui. Parce qu'il cherche quoi? Des terres. Les terres. Alors, à quoi ça sert encore les Nanga, même les Ibalan qui les rejoignent? Qu'est-ce qu'ils représentent? Quel intérêt y a-t-il à parler avec eux? Non, mais il faut que ce soit clair. Hein? Si Kagame réclame les terres, il l'a dit, mais les autres qui sont congolais, ici, moi et Nanga consort, eux ne réclament pas les terres. Et ils réclament plutôt un dialogue pour parler. Mais un dialogue pour quoi faire? Réponse. Ils ont monté. Oui. Monsieur Gilbert, réponse. Oui. Le dialogue pour quoi faire? Ils l'ont dit. Quoi? Et c'est dit aussi pour résoudre la crise. Non, discuter de causes profondes. Quelle crise? Discuter de causes profondes. Et même la résolution 2773. C'est quoi les causes profondes? Les accords le disent aussi. Tu sais que dit Félix a été élu. Il a la légitimité, il a la légalité. Et quelle est la cause profonde de leur guerre? Au moment où Tshisekedi a été élu ici,
La malgouvernance, les Non. détournements. La malgouvernance disent-ils, est autre dans un régime démocratique. Oui. Eh bien, vous attendez les échéances et vous dénoncez tout ce que vous voulez là-bas. Oui. Vous vous vendez auprès du peuple. C'est le peuple qui sanctionne. Oui. Il n'est pas permis dans un régime gouvernemental donc, que quelqu'un aille prendre les armes pour venir chasser celui qui a été élu, sous prétexte qu'il a mal géré le pays. Oui. Et quelle est cette malgouvernance du pays qu'il dénonce? Quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, avec les mêmes moyens de l'État, c'est-à-dire quoi? Les services de l'État, que ce soit les entreprises publiques et autres, on n'en a pas créé, en tout cas pas beaucoup de nouveaux. Mais ils avaient un budget qui n'a pas dépassé 4 milliards de dollars. Oui, 4 milliards de dollars. Oui, oui mais et comment Tshisekedi qui est arrivé? Au bout du premier mandat, nous sommes à plus de 16 milliards de dollars. C'est qu'on peut dire. Et eux qui avaient bien géré là, Oui. parce que c'est eux qui veulent nous faire la leçon. Oui. Tous ceux qui veulent nous faire la leçon étaient là. Oui, mais le budget. Ils étaient impliqués dans la gestion du pays. Oui, mais vous l'avez entendu dire, pardon, vous l'avez entendu dire. On n'invente rien, hein, nous ici, là, Chocha et moi. Vous n'inventez l'avez rien. entendu dire, avec une cravate rouge comme la mienne, mais voilà. vous l'avez entendu dire qu'avec mes 4 milliards de dollars, j'avais une société de transport Transco avec 500 bus. Congo Airways. J'avais Congo Airways, vous l'avez entendu dire. Mais quand il a quitté le pouvoir, il les a laissés où? Ces sociétés-là. Oui. Il les a laissés dans quel état? Mais vous les avez Vous les avez amenés à... Non, ce n'est pas nous qui les avons amenés en faillite. Hein. Les sociétés que... Ce n'est pas nous qui les avons laissées. Vous avez enfin, trouvé Congo Airways fonctionnel? J'ai dit, nous n'aurons peut-être pas le temps de discuter des petits cas précis. Oui. Je vous amène d'abord les constats. Je vous ai dit, Tshisekedi construit des universités modernes. Tshisekedi relie les provinces par des voies de routes modernes. Et à commencer par exemple, si vous allez dans l'espace Katanga, vous pouvez rouler aujourd'hui de Kolwezi à Solwezi en Zambie, vous pouvez partir de Kolwezi et aller jusque vers Kalemi. Ils avaient laissé tout ça. Si vous prenez ici à Kinshasa, la rocade de Kinshasa. Jeter un coup d'œil ne fût-ce qu'à Ngiringiri ici. Oui. Donc la ville ici est reliée à la circulaire au ring de Kinshasa. Oui. Et même plus loin, vous pouvez passer par Ndjili Brasserie jusqu'à l'aéroport. Alors qu'eux nous ont laissé une seule voie. Lorsque le pont sur Ndjili casse, c'est fini. Vous ne savez pas que c'est oui, mais donc nous ne pouvons pas faire les bilans. Si vous voulez qu'on fasse les bilans de la République, nous sommes prêts à le faire. Monsieur le oui. Bilan par la suite, mais du moins, les sociétés initiées et mises en place par le régime passé, vous les avez emmenées en faillite. Ils n'ont aucune leçon à nous donner. C'est ce que je vous dis. Transco qui était laissé légué à votre pouvoir. Aujourd'hui, on ne voit presque plus le Transco est là. Les étudiants, par exemple, bénéficient d'un transport académique. Congo Airways. Ils l'ont laissé. Congo Airways. Non. Ils ont maintenant des appareils. Moi, je ne vais pas revenir. Il y a de nouveaux appareils qui sont là. Parce qu'on parle de dialogue. Parce qu'on parlait de dialogue, si nous vous suivons très bien, aujourd'hui, si les Congolais doivent dialoguer, pas question des Nanga autour de la table. Le président de la République a bien circonscrit les cas dans lesquels il accepte un dialogue. Très bien. Lequel? Le président de la République a précisé que cette initiative, le président de la République justement a précisé que cette initiative doit se tenir sur le sol national et être conduite par les institutions de la République démocratique. Dans le respect de la Constitution. Dialogue, oui, mais pas avec les personnes qui ont le main rempli de sang. Voilà. C'est clair et net. Un dialogue avec Kinshasa, avec Martin Fayoulou seulement et consorts. Et qui l'autre ici, Denis Sanga. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que c'est avec M. Tel et M. X ou Y. Les principes sont énoncés et nous nous entendrons à cela. Parce que j'ai commencé par vous dire, ce cadre institutionnel avec la Constitution que nous avons, qui est encore en force ici. Oui. Et on est clair, on ne doit pas revenir, l'histoire du Congo ne doit pas être un éternel recommencement. Une petite question. Qu'est-ce que l'on perdrait à accepter un dialogue avec tout le monde, un dialogue de 3 mois, 6 mois, pour obtenir la paix et que
Allez, tous les déplacés dont Si c'est un dialogue qu'est-ce qu'on pour perdrait? consolider la cohésion nationale, Oui. pour consolider le vivre ensemble, d'accord. Mais pas pour ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont versé le sang de nos frères. Ça, ils ne sont pas positifs, ils ne sont pas là pour la constitution du pays. Alors qu'ils n'ont même pas... comment ils sous-traitent une guerre qui n'est pas la leur. Le chef de l'État a dit... Donc, le dialogue... Ce sont des pantins, comme le président les définissait dès le départ. Le chef de l'État a dit le dialogue se fera. Et dans le chef de l'opposition, notamment Mvouemba, Jean-Claude, a dit que le dialogue peut se tenir partout, sauf à Kinshasa. C'est-à-dire que l'opposition en dehors... Nous sommes chez nous, c'est le problème des Congolais, et nous n'allons pas les traiter ailleurs, c'est tout. Et nous sommes un gouvernement légitime. Et s'ils venaient, ils seront en sécurité? Nous sommes un régime légitime et légal. S'ils venaient, ils seront en sécurité. Vous allez les sécuriser? S'ils ont versé le sang du Congo, s'ils ont pris les armes contre nous, ils vont passer par la justice. Nanga, la justice... Diongo. Non, moi, je ne me citais pas de noms. Il y a des procès qui ont déjà eu lieu. Oui. Il y a des personnes parmi eux qui ont déjà été condamnées. Oui. Comme nous Nanga. respectons les instances judiciaires. C'est tout. Allez, on va aller aux États-Unis pour terminer. On va aux États-Unis parce que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, y a été à la conférence que nous avons tous suivie. Il a même eu l'occasion d'adresser une prière au nom de toute l'Assemblée. Pendant ce temps, Kagame a réuni aussi de l'autre côté, allez, on va dire comme ça, ses patriotes. Mais on a senti Kagame presque en train de pleurnicher, alors que le président, de l'autre côté, est en train de prier. Monsieur Kankondé, est-ce que là, c'est une image forte qui montre que le chef de l'État est en train de prendre, allez, on va dire, une ascension politique? C'est certain. Prier, ce n'est pas nouveau pour le président de la République. Dès la prise de fonction, il a prié, il a confié les pays entre les mains de l'Éternel. Et nous voyons qu'avec le temps, ceux qui pensaient que ceux qui ont pris les armes, ceux qui pensaient marcher sur le pays en moins de temps et arriver à prendre le pouvoir ici, on s'apiétine. Et moi, j'ai dit, voilà, les dieux en qui le président a cru, à qui il a confié le destin de notre pays, nous a exaucés. Hier, l'opinion internationale et autres appuyaient les Kagame avec son pays en disant que, bon, voilà, c'est un pays qui a connu un génocide et tout le monde courait pour pouvoir lui venir en aide. Il a su ainsi bénéficier du soutien de pratiquement le monde entier, de l'Occident en tête. Alors, et qu'aujourd'hui, là, ils sont en pleurs. Bon, ils sont en pleurs, vous affirmez? Non, mais enfin, c'est vous qui me dites qu'il a... Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est Tshisekedi qui est chouchouté, comme, etc. Donc, ça signifie quoi? C'est qu'il est en pleurs aujourd'hui. Et c'est là... C'est ce que j'étais en train de vous dire, l'espoir renaît et notre Dieu, le Dieu de notre président de la République, a combattu pour nous. Et les choses sont renversées maintenant, donc la victoire est certaine, elle est déjà là. Toujours dans le même ordre d'idées, le jour du paraphe de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, d'aucuns pensaient que Kagame était mieux joyeux, Kagame était beaucoup plus proche du président Trump que le président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on sent que le rapprochement entre le président Tshisekedi avec le président américain Donald Trump est beaucoup plus que le président Kagame. Que direz-vous à ces gens qui interprétaient cette histoire de cette manière-là en son temps? Mais nous avons vu où ça aboutit maintenant. Qu'est-ce que je peux leur dire? Que d'observer les faits comme ils évoluent. Et c'est ça la réponse éloquente que je peux leur donner. Alors, deux dernières petites questions, parce que nous sommes dans le civisme et le patriotisme. Pour le patriotisme, quel mot lancez-vous aux Congolais par rapport à la guerre? Voilà. Bon. Tout pour la patrie! Tout pour la patrie! Élément FARDC contre Rwanda, RDF.
dit 07, 08h30, bravo. Stop. Côté ennemi, 07 mort, stop. À couvert! Message bien reçu, s'il vous plaît. Exécution en cours. barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango de faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la